Yaorana le Fénois. Aujourd'hui, dans Tahiti Vibes, nous recevons Audrey Dussutour, qui arrive de Métropole, afin de nous présenter une conférence ce samedi 25 janvier à 17h30 au musée de Tahiti et des îles. Yaorana, Audrey. Yaorana. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Audrey Dussutour, je suis directrice de recherche au Centre national de recherche scientifique, donc le CNRS, et je travaille à l'Université de Toulouse, au Centre de recherche sur la cognition animale. D'accord. Et quelle est la raison de ta visite en Polynésie? Alors, j'ai été invitée par l'association ProScience pour faire une conférence qui aura lieu samedi à 17h30, qui est une conférence grand public sur le blob à partir de 8 ans. D'accord. Donc le blob, le Physarum polycéphalum, c'est ça? Exactement. D'où vient-il? Alors le blob, il vient d'un peu partout. En réalité, c'est un organisme qui a émergé. Il y a en fait la grande famille qu'on appelle les myxomycètes a émergé il y a 1 milliard d'années sur la surface. Donc ça fait très longtemps, bien avant nous. Et donc le blob, c'est une espèce parmi 1000 espèces de myxomycètes. Et donc c'est un organisme qui a une seule cellule. Okay. Donc nous on en a des milliards et des milliards. Oui. Le blob il en a une seule. Il est de couleur jaune. Ça ressemble quand on le voit dans la nature à des œufs brouillés. On pourrait comparer ça à une omelette. Et c'est un organisme qui se déplace dans les sous-bois. Il aime pas du tout le soleil. Il aime des températures autour de 25 degrés. Donc ici c'est plutôt pas mal. Idéal. Et aussi un climat bien humide. Donc c'est aussi pas mal ici. Et que mange-t-il? Alors le blob dans la nature il mange des bactéries et des champignons. En priorité. Et par contre, dans nos laboratoires, on le nourrit avec des flocons d'avoine. D'accord. Et c'est vrai qu'il est immortel? Alors, on parle d'immortalité biologique parce que dans la nature, bien sûr, le blob, il peut mourir de plein de façons. Sécheresse, il peut se faire manger par une limace, par exemple, qui est le prédateur. Mais dans les laboratoires, en effet, on arrive à les conserver pendant plusieurs dizaines d'années. Et il a la capacité, en fait, quand il rentre en dormance, de régénérer. Et donc de rajeunir. Donc la dormance, c'est le blob se met à dessécher quand les conditions ne sont plus bonnes. Par exemple, conditions d'humidité. S'il a plus de nourriture, il va faire un truc tout sec, on dirait un petit lichen. On pourrait croire à tort qu'il est mort, mais pas du tout. Il suffit de remettre de l'eau dessus et ça repart. Mais quand il repart, il est plus jeune que quand il s'est endormi. Ah, c'est génial ça. Voilà. Et du coup, il cicatrise rapidement aussi. Oui, le blob, il a une capacité que nous n'avons pas, c'est que si on coupe un blob en 2, ça fait 2 blobs autonomes. Génial. Si on le coupe en 10, ça fait 10 blobs autonomes. Et donc, il a vraiment... Clones. C'est ça, c'est des clones de lui-même. On peut le couper en morceaux et les morceaux peuvent aussi refusionner. Donc, avec un blob, vous pouvez en faire plusieurs et avec plusieurs, vous pouvez en faire un. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et donc, donc c'est une cellule qui est très proche des cellules animales. Et donc, dès qu'elle est coupée, la membrane, elle va se refermer automatiquement au bout de 2 minutes. Donc, il a vraiment une cicatrisation très, très rapide. D'accord. Est-ce qu'il s'accouple? Oui, alors pas comme nous. Il y a 720 types sexuels chez le blob. C'est incroyable ça. Et sa reproduction, elle rappelle celle des champignons. C'est pour ça qu'on a cru au départ que le blob était un champignon. En fait, il forme des structures qu'on appelle des sporanges. C'est comme des petits arbres minuscules qui contiennent des spores. Et donc, un blob, en général, il va donner plusieurs millions de spores, donc plusieurs millions de rejetons, et chacun de ces rejetons donc a un type sexuel parmi 720. Incroyable. Et il est donc présent à Tahiti? Alors oui, des myxomycètes, il y en a à Tahiti, il y en a un peu partout en fait dans le monde, donc ce serait vraiment surprenant qu'il n'y en ait pas à Tahiti, mais non, on en a trouvé, l'association ProScience en a trouvé, donc oui, il y en a bel et bien, donc il faut juste aller fouiner dans la forêt. D'accord, plutôt sous le bois, enfin les bois morts? Les bois morts, humides, après une pluie, c'est l'idéal parce que la pluie réveille tous les blobs qui sont rentrés en dormance, et donc c'est vraiment le meilleur moment. Et depuis quand l'avez-vous repéré, vous? Alors moi, je travaille sur le blob depuis 2008, donc ça fait maintenant plus de 16 ans. En fait, c'est quand je travaillais en Australie, où on a eu cette idée de monter un projet pour étudier la nutrition chez le blob, parce qu'on voulait comprendre comment une cellule unique pouvait équilibrer ses régimes alimentaires, faire des choix, etc. On a choisi le blob parce qu'il est visible à l'œil nu, parce qu'habituellement une cellule c'est tout petit, ça fait une centaine de microns, vraiment il faut un microscope pour les voir. Et le blob il peut atteindre plusieurs mètres carrés. Donc c'est quoi le record que tu as réussi à faire? Alors nous on a réussi avec les enfants du projet Lève ton blob à faire un blob de 53 mètres de long, qui est la cellule la plus longue au monde. Du coup, la conférence, elle va porter sur lui uniquement? Oui, alors on va parler des caractéristiques du blob, par exemple, ses capacités d'immortalité, c'est vraiment ces choses un petit peu bizarres qui concernent le blob. On va parler des résultats
sur quoi on travaille actuellement au laboratoire, donc le vieillissement chez le blob, l'apprentissage, parce qu'on a découvert que le blob pouvait apprendre. Oui, mémoriser, c'est ça. Voilà, sans cerveau, donc et on va aussi anticiper. Oui, et anticiper. Il peut anticiper des informations, comme il arrive à anticiper des changements de température. On va aussi parler de projets que j'ai menés de science citoyenne. C'est quoi? Alors la science citoyenne, c'est de la recherche qui est faite par des non-scientifiques, accompagnés de scientifiques. Génial. Et donc c'est un projet qu'on a mené de 2022 à maintenant avec 15 000 citoyens qui ont tous élevé des blobs chez eux. Et le but était d'étudier l'effet du réchauffement climatique sur le blob. Et donc, ils ont créé des fausses vagues de chaleur chez eux et on a pris des photos. Et donc, j'ai reçu 1 million de photos. Incroyable. Et donc, je vais présenter un peu les tout premiers résultats parce qu'on les a pas encore publiés, mais je les montrerai à la conférence. D'accord. Et donc, l'espace? Alors, l'espace, ça, c'était un projet pédagogique qu'on a mené en 2021 avec Thomas Pesquet, le CNES, donc c'est le Centre national d'études spatiales, et le CNRS, où les enfants faisaient la même expérience que Thomas Pesquet, sauf que eux, ils faisaient sur Terre. Oui. Et donc, il y a 350 000 enfants qui ont travaillé sur ce projet. Génial. Et moi j'ai reçu toutes les vidéos et donc je les ai analysées. J'ai reçu aussi les vidéos de Thomas Pesquet que j'ai analysées. On a comparé et on s'est aperçu que le blob se déplaçait plus vite dans l'espace, se réveillait aussi beaucoup plus rapidement et il faisait des petites structures. Alors le blob il se déplace en faisant comme des petits doigts qu'on appelle des pseudopodes et normalement le blob il rampe au sol et là on a vu qu'il s'était un peu levé et qu'il avait flotté. Et sa vitesse, elle est plus rapide dans l'espace que sur ça, Terre? Un tout petit peu. Alors, faut voir que 1 centimètre par heure, c'est ça sur la Terre? Grand max, ouais. Ouais. Et dans l'espace? Très affamé. D'accord. Donc là, on était plutôt sur, on avait une vitesse qui était doublée par rapport à. Ah, quand même. Ouais. C'était. Mais tout ça, son observation, ça vous apporte quoi à vous, à part le connaître un peu mieux, mais est-ce que ça peut nous servir en médecine ou je sais pas dans. Oui, il y a des études qui sont faites en recherche, qu'on appelle la recherche appliquée. Donc nous, on travaille par exemple avec une entreprise à Toulouse qui s'appelle Labsoft et on essaye de réduire en fait l'empreinte des réseaux de télécommunications, parce qu'on parle beaucoup de l'avion comme polluant, mais en réalité c'est Internet qui pollue le plus. Et donc l'idée c'est de créer, parce que le blob à l'intérieur de sa cellule, il a un réseau veineux comme nous, un réseau vasculaire, et ce réseau il est parfaitement optimisé. Bon, il a eu 1 milliard d'années pour le faire. Oui, c'est vrai. Et en fait on demande au blob en fait de produire des réseaux qui vont mimer les réseaux de télécommunications, mais qui vont être moins énergivores parce que le blob optimise parfaitement ses réseaux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée à la place des data centers, par exemple, qu'il y a à Marseille, à Paris, etc., on met des flocons d'avoine. D'accord, bah oui. Et il doit relier tous ces flocons et créer un réseau. Et on essaye de trouver comme ça des solutions biomimétiques en fait pour créer des réseaux pour des entreprises, etc. Donc l'idée, c'est de traduire le comportement du blob en algorithme. Pour pouvoir faire des petites applications qui permettent de créer des réseaux, mais inspirés du fonctionnement du blob. D'accord. Un peu comme ce qu'ils ont fait au Japon avec le réseau, le métro, hein, c'est ça? C'est ça. Ils avaient essayé de voir si le blob pouvait produire un réseau plus optimisé que le réseau ferroviaire japonais, planifié par des ingénieurs oui, bien sûr. très intelligents. Et finalement, le blob, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un blob sur Tokyo. Donc, ils ont fait vraiment de toutes petites cartes. Ils ont mis le blob sur Tokyo et des flocons d'avoine sur toutes les petites villes autour de Tokyo. Et ils ont laissé le blob explorer l'environnement. Il a connecté tous les flocons d'avoine entre eux. Ça a fait un réseau qu'ils ont comparé avec le réseau ferroviaire japonais. Et ils ont vu que le réseau produit par le blob était plus optimal que celui des ingénieurs japonais. Bravo. Je trouve le blob fascinant et Audrey en parlera davantage le samedi 25 janvier à 17h30 au musée de Tahiti et des îles. Cette journée gratuite commencera par les ateliers scientifiques de 13h à 17h. On y parlera de micro-papillons avec Awa Polynesian Forest, de la mouche soldat noir avec l'Institut Malardé, des étoiles avec ProScience, de robots Lego avec Ludomat, d'observation solaire avec la Société d'astronomie de Tahiti, de la méduse d'ADN présentée par les collégiens de Punaoya et de Papeete. En résumé, venez nombreux au musée de Tahiti et des îles le samedi 25 janvier à partir de 13h, puis à 17h30 venez écouter Audrey Dussutour qui nous dira tout sur cet organisme fascinant qu'est le blob. Merci Audrey. Merci. À bientôt. À bientôt. Lana. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook Hiti FM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur Hiti FM.